bienvenue à tout le monde pour ce 6e épisode de notre 4e saison des meet-up de DevApps. On a un meet-up un petit peu spécial aujourd'hui, puisqu'on va pouvoir voir, suite à la build 2021 de Microsoft, l'intervention de Scott Hunter sur le développement, les futurs du développement avec la plateforme .NET, donc avec .NET 6, ME8, etc. Donc, on va voir dans un premier temps cette conférence, et puis ensuite, on discutera un petit peu de tout, plus en détail de ce qu'on a vu, quelles sont vos réflexions par rapport à tout ça, plus généralement, quelles sont vos réflexions par rapport à la build. Alors pendant la conférence, on pourra continuer à intervenir. Ce que je vous demanderai, c'est quand même de ne pas trop monopoliser la parole et puis de laisser Scott parler au maximum, plutôt que d'utiliser le chat, parce que ce sera quand même, à mon avis, un petit peu plus vivant. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devapps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devapps. Hi, I'm Scott Hunter, Director of Program Management for .NET. In this session, you're going to see some of the awesome new things we've been working on for .NET 6, so you can build cutting-edge applications that target any operating system with the best of performance and productivity. .NET is a modern open-source development platform for building many types of applications for many operating systems and devices. With .NET 6, you can use multiple languages, editors, and libraries to build for web, mobile, desktop, gaming, IoT, and a whole lot more. .NET makes you more productive, building feature-rich applications for any type, for any device, with great performance. Today, I'm going to show you how you can build apps for the future with .NET. But first, I'd like to highlight some of the big accomplishments we've made with the community. The .NET ecosystem has seen some significant growth in the last few years. There are now over 5 million monthly active developers in the Visual Studio family of tools. .NET Core has ranked #1 2 years in a row as the most loved framework on the Stack Overflow Developer Survey. Cloud Native Computing Foundation, CNCF, tracks the highest velocity projects on all GitHub. They measure this by the rate pull of requests and issues come in and how many are accepted. The .NET repos have been consistently in the top 30 since 2016 and is currently listed as the #1 most active org. C# is the top 5 language on GitHub, an indicator of a healthy open source ecosystem. And .NET contributors are extremely proud of their work on performance. ASP.NET Core ranks at the top of the industry Tech and Power benchmarks, an independent open source set of web performance benchmarks that measure dozens of languages and application frameworks. All of this is possible because of open source collaboration. Here you can see the Tech and Power performance comparison with Java and Node.js. Better performance leads to lower compute costs, and .NET gets better every release. .NET 5's web framework, ASP.NET Core, is over 10 times faster than Node.js, and the gRPC server performance is faster than Go, C++, and Java. I mentioned over 5 million monthly active .NET developers all up in Visual Studio, but we're also continuing to see some great adoption of our latest releases of .NET. In the first 6 months of release, .NET Core 3.1 had 3 million downloads, and it was the fastest adopted version of .NET at the time. I can now say that in the first 6 months of release of .NET 5 has 3.6 million downloads and is the fastest adopted version of .NET yet. We hear from a lot of customers that they are moving to .NET 5 because of the value and performance it brings over any other version to date. So why .NET 5? Applications built with .NET 5 can be deployed side by side on Windows, Mac, or Linux, with or without containers, allowing you the ultimate deployment flexibility. We continue to make significant performance improvements up and down the stack so that native client apps and cloud web apps perform excellent. You can also reduce infrastructure costs and hosting costs, particularly on Linux. .NET and beyond is where we are making investments in the platform in the open with the help of the community. This includes modern, innovative languages and APIs, which make it the logical choice for any .NET application going forward. To help you, we're building the .NET Upgrade Assistant. It helps you modernize older .NET Framework codebases. It's a command line tool that gives you step-by-step instructions for upgrading to the latest versions of .NET.
It will analyze NuGet packages and understand where your dependencies are. It gives you recommendations and fixes for project files, configuration, and source code to help you incrementally upgrade at your own pace. Multiple project types are supported, including ASP.NET, MVC web apps, Windows Forms, WPF desktop apps, and console apps and libraries. And additional types like ASP.NET Web Forms are coming later. The .NET Upgrade Assistant is in preview and it's open source and accepting contributions. We're targeting release for .NET 6 in November, but we're seeing customers use it very successfully today, and I encourage you to give it a try. Now let's talk about where we're headed. Our vision for One.NET is to simplify the platform and choices for .NET developers and provide a single stack that supports the best breed solutions for all modern workloads. In .NET 6, we'll finish the unification of .NET by bringing in the AOT workloads that are supported by the Mono runtime to bring one unified SDK, base class libraries, and toolchain. We'll provide a native cross-platform framework for building apps for iOS, Android, macOS, and Windows, with a single code base as an evolution of Xamarin. We will also continue investing in the cross-platform web UI stack by expanding on the capabilities of Blazor. We're also making it much simpler to build cloud-native apps, and we'll continue investing in performance, not only at runtime, but also at build time, so you can build and debug any app quickly and iteratively. Here are some of the big areas of investment in .NET 6. I'm going to demo some of these in a minute, but I want to call out that there are a lot of improvements that we're making with the open source community up and down the stack. C# 10 is the next version of the language that will release with .NET 6. Going forward, releases of C# will align with the releases of .NET. C# 10 has a strong focus on simplification. Features like global usings, file scope namespaces remove much of the boilerplate code that you must write today. There are also a lot of small productivity features that are all about improving the clarity and simplicity of your code. .NET 6 will enable you to build cross-platform native mobile and desktop applications with a single code base with .NET Multi-Platform App UI or .NET MAUI. Blazor is expanding to support native device capabilities, particularly important for desktop scenarios. We're making it faster to build web APIs with minimal code, perfect for applications built for the cloud. .NET 6 will support more device targets and single file deployments for Windows with up to 50% smaller size. We have the productivity enhancements like hot reload for all project types, and of course, more performance improvements in the runtime. In .NET 6, one of the areas we're focused on for better performance was Entity Framework Core. We aspire to be one of the best performing data access layers. Dapper, for example, a lightweight .NET Micro ORM, gave us lots of inspiration for this performance effort. I'm super happy to report that EF Core performance is now 70% better on the Tech Empower Fortunes benchmark, and the memory allocations have been reduced significantly, up to 43%. A lot of this is due to performance work in the .NET 6 runtime, but EF Core 6 itself is also 31% faster in query performance. These tests were done in-house on the same hardware as Tech Empower. Similar results should be reflected on the next round of Tech Empower benchmarks for the Fortunes test, which includes database access. Now let's talk about what we're doing to make it faster for you to build for the cloud. .NET 6, we're building upon C# top-level programs to provide you with a lightweight way to build ASP.NET Web APIs with minimal code. No usings, no class definitions needed. This is an easy way to build APIs that can immediately take advantage of cloud scale without all the ceremony and boilerplate code of traditional controller-style web APIs. And when your project starts to get too big, we'll provide tooling to automatically convert these to ASP.NET MVC controllers. It's just another option for quickly building APIs that don't need all the bells and whistles of controllers and startup classes. And they'll be part of .NET 6. Let's jump into a demo. I am super excited to show you ASP.NET Minimal APIs. We first introduced Web APIs in .NET back in 2012 with the Web API project, built on top of MVC, which uses controllers, routing, attributes, conventions, dependency injection, and more to let you build enterprise class APIs on .NET. And we've carried all that technology forward to .NET 6. But we see a new trend around lightweight APIs and small microservices, and some new frameworks like Express in Node, Lumen in PHP, Fast API in Python make these super easy to build minimal APIs. We want to enable you to build the same lightweight APIs using the same ASP.NET that you know and trust
with less configuration and a path to upgrade to controller APIs if needed. To do this, we're using a bunch of new technologies. Look at this application. Using top-level programs, there is no class or main. It's just code. Using a Lambda, I can write the function in line next to my route. And if I run this, you can see that my 3-line application can return hello world to the browser. We think these new lightweight APIs are going to make it easier for you to build microservices. We think it's going to make it easier for new people to learn and build their first APIs in .NET. So I'm super excited about this. But I want to take this to the next level and show you a real API. So let me go back to Visual Studio. Here we are back in Visual Studio, and in this case, I've got 3 API projects. My minimal web API project hosted in Azure that powers the rest of the demos you'll see today. I've got my MVC Web API project here as well, and I've got an Express application written in Node. Let's start off with the MVC Web API, and you're going to see it's got a bunch of files, startup.cs, program.cs, and it's got its weather controller.cs. Let's dive into the weather controller, and you're going to see these APIs are based on classes that then have methods with attributes on them. Great for building lots of APIs. But if I just want to build one API, I can go look at something like the Express application here, and look, it's very concise, down to 37 lines of code to build a single API. It gets right to the point. Now, if we move over to the new ASP.NET Minimal API, you're going to see it's even smaller and more concise than the Express application. 30 lines of code. And this is because we're using new features like top-level programs, global using, and Lambdas to really reduce the amount of ceremony you have to do to write a single API. This kind of technology is great for building microservices and simple APIs. Now, as I looked at this, I wanted to compare all the technologies to each other. And so what I've got down here is I've got a notepad file, and I've kind of kept a tally of how much code you have to write. So the MVC Web APIs, that's really if you want to build a lot of APIs. That requires about 138 lines of code to get started. The Node Express API uses 37 lines of code. And amazingly enough, .NET minimal APIs are only 30 lines of code. And this is just showing you we're applying these new technologies to make it faster and easier for you to build great apps. So here we are back in Visual Studio. And now what I want to do is run my app locally to make sure it works. Here we go. And you can see it's pulling the weather back. And so I've got a successful API using ASP.NET Minimal APIs running. Now the next thing I want to do is switch back to Visual Studio. And what I want to do is I want to publish this application to Azure for the rest of the demos that you see today. So I'm going to click Publish. We'll select Azure, and we'll select App Service Linux. Go. Let me create a new one. I'm going to change my name just to Minimal Weather. I've got a hosting plan already set up for me. I will select that. Press Create here. There we go. It's creating my app service. Now I'm going to click Next, and I'm actually going to deploy using GitHub Actions using CI/CD, and click Finish. What happens now is when I commit my app, it will do a CI/CD flow to publish it. I can switch to my repo, and you can see all the steps have happened to publish my app to Azure. And now I can actually go and open my browser tab here, and this shows the minimal API that we built running in Azure. And we will use this for the rest of the demos today. We've been shipping the first previews of .NET Multi-Platform App UI that we announced a year ago at Build 2020. .NET MAUI is the evolution of Xamarin Forms, designed to help you deliver high-performance, cross-platform, native desktop and mobile apps, all from a single code base. In Preview 4 that released today, you can now use Visual Studio to build .NET MAUI apps. .NET MAUI under the hood uses technologies out there today for building native apps on Windows with WinUI, Mac Catalyst for Mac OS, and of course, iOS and Android. .NET MAUI abstracts all those frameworks into a single framework built on .NET 6. .NET MAUI on Windows will support WinUI and Project Reunion, allowing these apps to use all the newest native features on supported versions of Windows 10. That means you can build all these apps for any device from a single code base and project system. Instead of learning different stacks and languages for each, you can now just use one language, one set of libraries, and one UI stack for all of them. And that includes desktop and mobile operating systems, Windows, Mac OS, iOS, and Android.
It will release as part of .NET 6 in November. You can watch the progress and help contribute on GitHub in the .NET MAUI repo. Let me show you a demo of .NET MAUI in action. .NET 6 brings consistent experiences from all project types to .NET MAUI, including the command line. In this case, we're going to create a new MAUI app with .NET New MAUI. We're going to name it Build MAUI. Now from here, I could run, if I wanted to, .NET Restore, .NET Build, .NET Run, but I want to show you how we can build an optimized experience for building cross-platform applications with Visual Studio. So let me launch Visual Studio here. .NET MAUI targets iOS, Android, Mac, and Windows. And so what we're going to do here is take the single project here. We're going to set this to Startup Project here. And then what I want to do is I'm going to go to the debug menu here. And let me click that again, drop that down, and I'm going to select the framework that I want to run on. And I'm going to select Android here. And that means when I run the application, it's going to actually run the application on my Android emulator on the right here. So let's get this started. One of our goals with .NET MAUI was to give you a single project for building all your applications, so you can focus more on your application and less on the specific targets of your application. It all starts with the startup.cs file. This is very similar to what we do with ASP.NET today. This is where you configure all of the things for your application. In this case, we've set on, we want Xamarin Forms compatibility. We set our default application. We're going to set our font right here. And if I'm using third-party libraries, I would configure them here as well. Maybe I'm going to use dependency injection. I want to share something across my application. I would put that here as well. And so that's kind of the way we've copied that experience from ASP.NET to over here. Now, we all have these folders, Android, iOS, Mac Catalyst, and we have the WinUI 3 down here. And this is where you write your platform-specific code. We also have a resource folder. Inside of that, we can put your fonts, your images, your app icon, your startup screen, all in one place. And so here the application is booting up in my emulator. And what I'm going to do is I'm going to go and click the counter here. See, it's at number 5. And I'm going to show you a hot reload. I can actually change either my XAML or my C# and press save. And as soon as I do, the application updates immediately. This helps with your productivity quite a bit. Now this is a semi-simple application. Let's use a more complex example and show you how we can do platform-specific light up with .NET MAUI. So here I am in Visual Studio with my weather application. And you're going to see that as I run it here, it's a WinUI, native Windows application. But I've done a few things differently here. If you look in my configure services, I've added some new services. I've added a tray icon for putting a tray icon on Windows. I've added notifications for native notifications and a tray icon for Mac. Now, if I go and show my main page here, you can see what I've done is set up app actions. This allows me to put a context menu when you right-click on the app icon, where you can put some menu items in here and make it do some other options. I've also added a tray icon too. And so what happens here, if you click on the tray icon, we'll send a notification on the platform that you're on with that data. So if I look here, I can right-click. Here, my new context menu showing up right here in my applications. It's showing native UI hookup. Here's my tray icon. I can click it, and there you go. You can see as soon as I did that, a notification popped up in Windows. It's just showing you how you can do these native light ups across all the platforms. Now, I can't just show you just Windows. .NET MAUI is cross-platform. Let's go to my Mac, and I'll show you a couple other options. Here you go. I've got my same UI and same code running on iOS, macOS, and Android. If I resize the macOS application, you see it resizes dynamically, like you would expect. If I click the icon, you see those same menu items there that you saw before. And then if I click the icon at the very top, you'll get that notification directly on your Mac. So this is showing you how we can do this cross-platform light up, but still give you these native options with .NET MAUI, all using the same UI. Blazor has become a very popular way to write .NET web apps. In fact, it's one of the fastest growing workloads in .NET today. We first supported Blazor on the server, then in the browser with WebAssembly. And now we're extending it again, so you can write Blazor desktop apps in .NET 6. This means you can create hybrid client apps which combine web and native UI together in a single native client application. It's primarily targeted at web developers that want to provide a rich client and offline experience for their users. Blazor Hybrid Apps is built on top of .NET MAUI. It relies on the UI stack for a native application container and native controls should you want to use them. Blazor desktop apps have full access to the machine. You can do things like call native APIs,
access the file system, write multi-threaded applications, all with the high performance and optimal memory consumption you get with .NET. You can't do this with pure web technologies. Although it will run anywhere, our primary focus for Blazor is on supporting rich desktop scenarios on Windows and Mac. Let's see what we can do with Blazor desktop apps. Blazor makes it easy to build rich, modern web UI. Here's our weather app implemented as a web app using just HTML, CSS, and .NET. The web app has a nice responsive layout, so it looks good on mobile devices as well as desktop screens. We can see the current weather and local weather forecasts. We can also check out the weather from other locations. Here's the weather in South Korea. Here we can also change the settings of the app to switch from imperial units to metric units, and it automatically gets applied to the entire application. Now, all of the client-side interactivity in this app is implemented using reusable Blazor components that work in any modern web browser using just the open web. The app calls our Azure-hosted Minimal Weather API to get all of its weather data. By pairing Blazor with an ASP.NET Core server, you can build full-stack web apps with just .NET. Our weather app could still use some improvements. The list of weather stations on the right-hand side looks a bit plain. In .NET 6, we can quickly make changes to our ASP.NET Core and Blazor apps using .NET Hot Reload. Here's the component that displays each weather station. As you can see right now, it's got some simple markup. Let's update the styles for this Stackbox class. Save that. It gets automatically applied. It looks nice now. Let's also add some markup here in order to better lay out the text and maybe add an icon. Save that. With .NET Hot Reload, our changes get applied to the running app without losing any app state. Blazor makes building web apps with .NET fast and fun, but sometimes you need more than what the web platform offers. By combining Blazor with .NET MAUI, you can reuse your existing web UI logic and web development skills to build cross-platform native apps that can take advantage of the underlying platform. .NET MAUI comes with a built-in Blazor WebView control that you can use to add existing Blazor components to any .NET MAUI app. This means we can take our Blazor components from our weather app and embed them into the .NET MAUI app without having to change anything. Here is our weather app running as a native desktop app on Windows. It looks the same and has exactly the same functionality using the same Blazor.NET code. Blazor components hosted in .NET MAUI run directly in the .NET process. This means they run fast and have full access to the native capabilities of the device through the .NET platform. For example, we can reuse the same system tray integration that you saw previously and trigger native platform notifications. Because this Blazor app is running inside a .NET MAUI app, it can run on other platforms too. Let's switch over to my Mac to see how Blazor desktop app can run cross-platform. All right, here is our Blazor weather app running as a native Mac app. As you can see, it's got the same look and feel. It's got the same functionality. If we check out the weather in South Korea, we can do that. There it is, and it looks and feels the same because it's the same code that we ran in the Windows app and also on the web. The app also has native integration, so it can show the little .NET bot up in the menu. We can click him and trigger a native notification. By building our app as a Blazor hybrid app with .NET MAUI, we get the best of .NET, the best of the web, and the best of the native platform. We're working on a bunch of productivity improvements everywhere that will help you build and debug your apps much quicker. We commonly refer to this as the inner loop. It includes build time performance improvements in both the CLI as well as Visual Studio. You can see here that build times have significantly improved as compared to .NET 5. We're also working on bringing hot reload technology to all project types. That means you can make UI and code changes while running, and your app will immediately refresh. No more death by 1,000 F5s. No more start, stop, make a change, repeat. There's no process restart, state is maintained, and you can optionally attach the debugger. It's really the evolution of edit and continue. We're very committed to making .NET 6 the most productive development platform for you, no matter what type of app you are building. Let's dive deeper into how Hot Reload will improve your productivity. For this demo, I have two apps to show you.
First, let's start with the WPF app running on the right-hand side. This is a .NET 6 app called Boids, a game of life simulator, and you can see many shapes moving around. With .NET Hot Reload, we can now change the game logic while the app is running. To do that, we're going to press this brand new button. Now let's go ahead and make a change to the app and see how it works. I didn't build the app, so I'm not sure what changes to make, but let's go ahead and change speed limit. That seemed like it's going to do something. So I'm going to go ahead and change that. How about we add 10 to it? Now I'm going to apply the change, and as you can see, the behavior of the game is changing right away. I'm going to undo that. I'm going to make a different change. I'm going to make a change to the percentage to move towards home. Not quite sure what that's going to do. Let me just add 0.1 to that. And again, I'm going to apply the changes. And now you see a dramatic change in the app without having to restart it. While it's fun to show you an app like this, I now want to go back to our weather app and show you some edits that should feel like real-world situations. Let's switch over to our weather app. Here's the weather app you've seen in the other demos. As you know, this is a .NET MAUI desktop application, and here too we can apply code changes while the app is running. So first I'm going to look at the wind indicator. I expected some simulation code to have been added to make the indicator move. Let's go ahead and see what happened. I'm going to go look at the code and find there's a to-do here. Instead of stopping the application, I'm just going to go ahead and add the code that I would have expected to be here. I'm going to add a get direction, which gives me some random directions. I'm going to change it so it applies the direction icon, and I'm going to apply those changes. The indicator starts to move. For favorites, I'm going to go ahead and click that button, and it seems like something is missing here as well. So let's go look at the view model. Well, I have some properties here, but it seems like I have no logic to load the data. Let's make a change that's needed. Now I could have typed this, but just to save us some time, I'm going to paste the code in. It should have been here. And you can see we have a constructor, an async method, a private method. All of this can be applied to the running app by hitting the apply code changes. Switching back, I can go ahead and switch to the home screen, switch back to favorites, and now I see the data. But I see one last bug. It's only loading Redmond. Let's go take a look. Yes, would be easy to miss. It should be an I instead of 0. I'm going to apply those code changes and navigate back and forth. There we go. And now we get all the data we expect. Now with this app, it easily could take 15 to 20 seconds to restart the application. And it's a small demo app. But with Hot Reload, we were able to make all these changes without having to restart the app a single time. Imagine how much time it will save you. .NET 6 Preview 4 is available today, and previews drop every month until we release in November. I highly encourage you to download and check it out. I showed you .NET MAUI, Blazor desktop apps, and some of the work we're doing to make cloud-native development much simpler. But there's also a ton of other great features coming. Download .NET 6 Preview 4 and try it out today. And finally, I'm excited to announce that .NET Conf 2021 will be November 9th through the 11th. Where we will launch .NET 6. Like always, this 3-day virtual event will go deep into all the things you can do with .NET. We'll have tons of sessions from the product teams at Microsoft, as well as the community. Keep an eye out for the call for content, opening soon, and learn more at .NETconf.net. Save the date. I hope I got you excited about .NET 6 today. If you want to learn more, please visit our blog to read all about the Preview 4 release. We also have a longer on-demand video for you with a lot more demos that you should watch. And please attend our Ask the Expert session. Thank you for watching. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack.
Bien, eh ben, écoutez, voilà, concernant la session de Scott Hunter, je vais passer la parole à Christophe qui va animer la première partie. Juste pour vous dire qu'à à la fin du meet-up, je vous annoncerai les prochains rendez-vous qu'on a planifiés jusqu'au 7 juillet. Et puis, je vous parlerai aussi d'un petit formulaire qu'il faudra remplir. Christophe, vas-y. Super teasing sur les meet-up. En fait, non, mais c'est une super session. C'est l'une que j'ai préférée quand même à la build. Donc là, en fait, ce qui nous a montré un peu, c'est les stats, un peu toutes les chiffres de l'état actuel de l'adoption de .NET, surtout .NET 5. Et ensuite, la migration tout doucement de ce qui va arriver pour .NET 6 et comment y parvenir via les assistants d'un tool qui existe. Aussi, il nous a parlé de One.NET, le .NET 6 à proprement dit, avec aussi certaines nouveautés en Entity Framework. On a aussi vu en vitesse un peu ce qui va arriver avec le cloud native, surtout c'était le minimal API, les API en fait juste avec un lambda, des petites fonctions pour surtout les micro-fonctions qui va être intéressante. Ensuite, il nous a abordé tout ce qui va être application via MAUI. Pardon. Et enfin, surtout, je pense que là, on peut s'appuyer que sur ce sujet très intéressant qui est Blazor. Donc, en fait, surtout non, c'est pas comme ça qu'il fallait présenter les choses. Vous comprendrez que Blazor, c'est important dans la vie. Donc là, en fait, il nous a présenté un peu les nouveautés qu'on avait avec Blazor Desktop. En fait, tous ces outils un peu formidables. Et donc, écoutez, moi, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est qu'on discute un peu de ces chiffres. Richard, est-ce que tu voulais un petit peu creuser un peu ce sujet de cette première présentation en fait sur l'état actuel? Alors parfois, il y a des choses qui m'ont fait un peu rire sur les slides au niveau des chiffres, mais bon, je te laisse un peu prendre la main sur cette partie-là, si tu veux bien. Mais non, mais j'ai pas écouté. Donc... Non, je sais pas. Je vais plutôt demander un petit peu à l'Assemblée qu'est-ce qu'ils ont Parmi pensé. les 5 millions de développeurs, qui développe ici en .NET? 2, 3, j'en vois encore un en bas. Oui, Laurent, super. Non, mais en fait, il y a des trucs, je ne sais pas si tu as vu le slide, le numéro 1, en fait, c'est l'un des premiers frameworks en fait, qui anime un petit peu Stack Overflow depuis les 2 dernières années. Et en projet GitHub, il est dans le top 30. Donc, en fait, je trouve ça bien. Ils importent aussi que le langage, c'est le 5e langage. Alors là, j'étais un peu déçu. Moi, je pensais que ça aurait été... Ouais, mais ça, de toute façon, tout ce qui est popularité des différents langages, guerre entre les différents langages, c'est un petit peu difficile à voir. En revanche, donc, il y a la première partie, c'était sur les minimal API. Moi, personnellement, je vois bien ça pour effectivement pour faire des démos rapides dans des sessions pour créer des minimal API. Il parle beaucoup de pouvoir les intégrer dans les Azure Functions, mais j'ai un peu du mal à voir. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que, à votre avis, vous attendez ça autant que ce qu'ils ont l'air de dire? Ou dans les microservices, parce que je pense que Scott Hunter donnait ça aussi comme exemple, d'avoir des mini, des mini systèmes, des microservices. Un mini, tout petit. Non, mais on écrit le code que dans une expression lambda. Je disais à Richard juste avant, ça m'a fait penser à ce qu'en 2012, rappelez-vous, en 2012, il y avait des services mobilité. Je ne sais plus comment ça s'appelait, ça a été arrêté sur Azure. C'était des services mobiles, je ne sais plus le nom que ça avait. Et ça permettait d'écrire des API directement dans le portail Azure. Ça m'a fait vraiment penser à ça. Mais je ne sais pas si c'est lié plus avec Azure. Je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette fonctionnalité de code réduit, de startup. J'ai vu un commentaire passer en disant c'est cool d'avoir un startup.cs City. Qui pense que ça peut être vraiment intéressant ou c'est plus un gadget? Alors, première réflexion, ça me fait penser à du Node.js. Et juste après, ils l'ont comparé avec Node.js. J'ai vraiment l'impression que c'est inspiré de ça. Et il l'a confirmé, mais voilà. Il y a Rémi qui voulait intervenir.
Ouais. Vas-y. Oh, ouais, en fait, quand tu fais de l'API, alors sauf peut-être en microservice, mais souvent tu ajoutes un Swagger pour un peu présenter, etc. Ça dépend si ton API est privé ou public, hein. Mais souvent tu as plus qu'une fonction, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, entre Azure Function et le code ASP.NET, c'est pas compatible, il faut convertir. Ouais. Peut-être la bonne nouvelle, ce serait que ce type de petit projet pourrait être complètement compatible Azure Function, c'est ce qu'il a l'air de dire, je ne suis pas sûr à 100%. Ce qui voudrait dire que tu n'aurais plus qu'un seul code qui permettrait de développer ton API et d'éviter de devoir faire des conversions entre Azure Function et ASP.NET. Voilà. Ouais, tout ce qui va dans Levez la peut-être la main, ouais. simplification, c'est bien, je trouve. Il y a un truc qui est important à noter, c'est que en fait, le Minimal API, je pense, c'est juste les bases pour une prochaine version de .NET 7. Parce qu'en fait, le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est que dans ASP.NET Core, tu as plusieurs stacks verticales. Tu vas avoir MVC, tu as Razor.pg, SignalR, Blazor maintenant. Le problème qu'ils ont avec MVC aujourd'hui, c'est que, en gros, la stack, elle est assez ancienne, elle n'est pas du tout tu payes à l'usage, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, en termes de perf, même si tu n'utilises pas certaines fonctionnalités, tu payes comme le coût de la fonctionnalité juste parce qu'elle est là, même si tu ne l'utilises pas. En fait, le but de la nouvelle stack qu'ils sont en train de builder avec ça, c'est que justement, tu payes vraiment à l'usage. C'est-à-dire que là, si tu n'utilises pas d'authentification, tu ne vas pas forcément payer le coût. Enfin, ou des choses comme ça. Je pense que l'authentification, c'est pas le bon exemple, mais c'est pour ça qu'en fait, on voit aussi des améliorations de perf où ils font presque x2 entre le code MVC et puis cette nouvelle API-là. Et si vous regardez, il y avait David Fowler, là, qui est donc l'architecte sur ASP.NET Core, qui avait présenté un prototype sur Twitter, là, rapidement. Je ne sais pas si le code va être quelque part, mais avec un source generator, où l'idée, c'est de refaire un peu le même code que tu as avec un contrôleur, mais donc juste pas d'héritage depuis API contrôleur, mais de générer du fait le code qui va du minimal API, en gros. Mais du fait, tu as les nouvelles perfs, mais avec quand même les syntaxes un peu comme à l'ancienne, quoi. Mais ça, ce sera peut-être pour .NET 7. Peut-être. Christophe. Ouais, je me souviens aussi des discussions qu'il y avait eu lors du MVP Summit pour expliquer qu'un des problèmes qu'ils avaient, c'était que les gens, alors je mets les gens entre quotas, que les développeurs trouvaient que c'était très compliqué de faire du C# à cause de tous ces projets, des fichiers il fallait savoir dans quel fichier il fallait le mettre, il y avait des classes, des namespaces. C'est vrai qu'avec ça, tu t'emmerdes moins. Pardon ? C'est vrai qu'avec Python, tu t'emmerdes moins. Voilà, Et donc, tu parles des nouveaux développeurs, quoi, ceux qui apprennent et qui commencent à... Exactement, c'est Bah, pour il l'a inspirer souligné, les hein. nouveaux développeurs. Moi, Il je l'a reste, dit, hein. Ce qui me gêne, c'est soit on parle de professionnels, soit on parle de gens qui vont faire des démos. Pour faire des démos, pourquoi pas? Pour faire du code qui va être déployé en entreprise, maintenu sur la durée, avec des gestions de version, de l'évolution au cours du temps, je reste un peu sceptique. Et les différences de perf liées à ça, j'y crois pas un seul instant. Parce que le code qui va être généré derrière, faut pas se leurrer, ça sera une grande partie ce que l'autre va faire. Le fait que dans le framework MVC ou quoi que ce soit, il y a des choses en trop qui ne sont pas faites. Aujourd'hui, il y a déjà plein de choses avec les builders qui permettent d'épurer et de n'utiliser que ce dont on a besoin. Donc, je reste un peu circonspect sur la target. J'ai peur que ce soit une fausse bonne idée. Alors, sans parler du côté compréhension du code, quoi. Damien ? Ouais, ça rebondit du coup ce que je vais dire par un peu ce que disait Christophe et aussi par rapport à ce que Damien disait, ça ressemble à du Node. De toute façon, on le voit avec le Node. Tu peux très bien faire quelque chose en quelques lignes, c'est très bien pour tester effectivement, faire des tests, faire des petites présentations, ça fonctionne bien. Mais en l'état, dès que tu commences à faire grandir un peu ton projet, à le rendre un peu plus sérieux, là tu vas avoir un config.js, en plus de ton app.js, tu vas avoir une arborescence de répertoire, des contrôleurs, etc. Donc, au final, on va revenir, entre guillemets, un petit peu à la MVC, je suppose, même si tu peux faire tout ça en quelques lignes. En entreprise, je pense aussi qu'en plus du côté test et présentation, ça peut servir aussi pour le tooling. Tu as besoin de quelque chose vite fait, rapido, parce que, je sais pas, tu as envie de checker des logs. Bah voilà, tu fais ça rapidement, hop, vite fait ton API, tchac, il fait un petit filtrage, et puis c'est bon. Tu fais ça en quelques lignes, et voilà.
Mais après, dans l'état, dans les gros projets, effectivement, ça portera vite ses limitations, on reviendra un petit peu à l'ancienne. Enfin, voilà. Rémi, avant de passer à la section suivante. Oui, il précisait bien que c'était pour les microservices, donc je pense effectivement dans cette idée-là, c'était de faire du code vraiment très court et vraiment scinder tous les microservices et les déployer. C'est pour ça d'ailleurs que il a évoqué le CI/CD associé avec GitHub et le déploiement automatisé. Sinon, je voulais revenir au ce que disait Christophe Nazar sur le fait que les nouveaux développeurs avec le C# avaient un peu de difficultés. Il se trouve que j'ai une stagiaire qui a commencé la semaine dernière et elle vient d'une formation PHP et bah écoute, elle a C# comme du velours quoi, hein. Ça démarre super bien. Un excellent je me suis fait l'avocat du diable. Ah oui. Moi j'ai répété ce qu'on a dit. Je reste convaincu de l'inverse. C'est vrai que c'est une bonne stagiaire aussi, mais mais on en est aux classes. Enfin voilà quoi, il n'y a pas aux héritages, etc. Alors qu'elle a pas vu ça dans sa formation. Donc non, franchement, pour quelqu'un qui veut s'y mettre un petit peu, je pense qu'en 2-3 semaines, il peut devenir à peu près opérationnel s'il a déjà un vécu de développeur dans une autre techno. Il y a Adrien qui dira moi ça fait 20 ans et j'ai toujours pas réussi quoi. Tu parles de toi, Richard? C'est pour ça que tu fais de l'Angular aujourd'hui, hein, je te rappelle. Voilà, oui. Avant de laisser la main à Denis, il y a quelqu'un qui a essayé le .NET Assistant Tool. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est super performant parce que ça donne vachement de détails. Maintenant, je serais curieux de savoir quand on sera dans les dernières versions, les .NET 6, dans la vraie version avant .NET 6, pour voir si migrer un projet Enterprise .NET Framework 4.5, 4.6, 8 ou autre sera vraiment performant par rapport à tout ce qu'il peut y avoir. Parce que je fais un bond en arrière de 10 ans au minimum. Quand dans certaines versions du .NET Framework, on était vraiment avec des fichiers qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait maintenant. On était avec des CS proches qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait maintenant. Et la hantise de tous les développeurs qui se trouvent autour de la table, le binding redirect, à voir comment ça va se répercuter parce qu'il y avait pas mal de choses. Et moi, la chose qui me fait le plus peur dans l'histoire, c'est qu'on parle de migration .NET Framework ou .NET Core, c'est qu'il y a les dépendances qui sont derrière. Il y a beaucoup de projets qui utilisent des dépendances qui datent de Mathusalem. Même Richard, à ce moment-là, commençait à avoir son titre de MVP et encore. Je pense clairement derrière qu'il y a pas mal de choses qui vont être problématiques au niveau de l'upgrade. Hein. C'est ça, moi je suis mitigé sur cet outil. En démo, ça marche toujours bien, parce qu'évidemment, ils choisissent entre guillemets pour que ça fonctionne. Mais ayant eu l'occasion d'enregistrer une formation, je fais ma petite pub pour LinkedIn sur ça, sur la migration d'un projet vers .NET 5. C'est pas si simple que ça, quoi. Il y a plein de choses derrière à devoir mettre. Et c'est vrai que ça donne des infos. Donc pour des projets entre guillemets simples, pour une première étape, j'ai envie de dire, ça peut être pas mal. Mais .NET 5 à .NET 6, ça devrait aller. C'est ce qu'il y a en dessous qui devrait être monstrueux. Même .NET Core, je pense que toute la stack .NET Core, ce ne sera pas réellement un problème parce que la majorité des projets, des packages sont en .NET standard et donc sont par nature compatibles. C'est ça, c'est plutôt du .NET Framework. Ouais. C'est plutôt ça. Nous, on l'a utilisé pour migrer de .NET Framework 4.7.2, 4.7.1 au départ, mais il vaut mieux partir du 4.7.2 pour aller en .NET Core pour une application WPF. Bon, c'était il y a quelques temps, donc ce n'est pas les dernières versions. Ça donnait quelques indications, mais ça ne marchait pas. Quoi. C'est ça. Et à la fin, on a dû tout faire à la main. C'est ça. Ici, ce qui est intéressant. Comme tu disais, Adrien, en fait, le CS Proj, le changement de format et tout ça, on a dû le faire à la main. Et les third parties, c'est vraiment le gros problème. Quoi. Effectivement. Juste avant de passer à Maui, il y a notre supporter de l'Olympique de Marseille qui voulait parler là. On parlait d'adoption de C#, de la position du C# dans les langages. Moi, je trouve que tant qu'on n'aura pas des projets, des gros projets qui seront écrits en .NET C#, je ne suis pas sûr que vraiment le C# soit un langage qui aura percé en dehors de la communauté Microsoft. Même Microsoft, on voit Dapper, ils l'ont écrit en Go. C'est à eux aussi de faire un effort et d'écrire des gros projets d'infrastructure. Ça sert à rien de montrer des stats en disant qu'on est les meilleurs en performance si eux-mêmes ils n'écrivent pas des applications dans ces langages. Exactement. Donc le jour où on aura des gros projets sur GitHub, pas lancés par Microsoft en .NET, là on pourra dire que le langage il aura vraiment percé. Mais pour l'instant, je trouve de ce côté-là, on est même en dessous de Java qui
qui est quand même encore un langage de prédilection, quoi. On est loin, on est très loin de Java. Ouais. Denis? Ok. Oui, ben les points suivants, enfin, un gros morceau, j'ai envie de dire, dont il a parlé, tu viens de le citer, Richard, c'est tout ce qui est Maui. Donc, bon, si je résume très fort, mais je vais me faire taper sur les doigts, c'est à mon avis le successeur de Xamarin. Non, mais c'est un peu l'idée, quoi. Oh, c'est Xamarin, bien facile. N'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, voilà. Mais donc Mais voilà, t'as écouté l'idée ou c'est un pas peu ça. Bah, faut essayer. En tout cas, ils t'ont piqué ton idée d'application web dans un. Dans un conteneur, ouais. T'as vu Ouais. Mais donc voilà, l'idée c'était un peu ça. Moi je trouve l'idée intéressante. Forcément, on va un cran plus loin aussi d'avoir un one code, donc un seul module un seul code qui permet de faire plusieurs types d'applications, quelles que soient les plateformes, en allant jusqu'aux notifications, en allant jusqu'à plein de choses derrière. À voir maintenant l'engouement que ça va donner. Apparemment, sur les projets, ça a l'air d'être bien lancé, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de jouer un petit peu, d'avoir des retours, et est-ce qu'ils pensent que ça a vraiment de l'avenir, un peu comme Xamarin a quand même maintenant quelques années d'RRE et de la bouteille pour toute l'intégration sur tout ça, quoi. Si Maui n'a pas d'avenir, il faut arrêter là tout de suite. Hein. Moi, je pense, enfin, c'est surtout une interrogation que je vais avoir, c'est plutôt, est-ce qu'ils vont penser à ce qu'on puisse faire du debug d'applications iOS, comme Xamarin pouvait permettre de le faire avec certains hacks sur Windows? Parce que clairement, les développeurs de la stack technologique Microsoft sont souvent sur des Windows pour développer, mais pas forcément sur des iOS, et c'est quelque chose d'assez compliqué de pouvoir faire un merge entre les deux. Alors, je vois beaucoup d'Xamarin Studio maintenant, quand même. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'ils l'ont sorti d'ailleurs. Hein. C'est pour pouvoir pouvoir développer sur Mac et pour attaquer directement et faire du debug dans iOS. Ouais. Mais pour moi, Maui, c'est pas sa faiblesse, c'est pas le fait qu'il y ait Xamarin, c'est pareil, c'est l'écosystème .NET qui n'est pas forcément l'écosystème reconnu pour faire du mobile. Oui, ça c'est vrai. C'est une question aussi. Est-ce que beaucoup de sociétés vont prendre le pas de faire un seul code, alors que maintenant elles sont plus enclins à faire du développement pour chacune des plateformes, quoi. Et À faire la limite, avec des API passer sur derrière pour Android le business. et avec des API derrière pour faire du business, par exemple, et des choses comme ça. Ouais. Et il y en a certains d'ailleurs qui ont essayé il y a quelques années de faire un seul code pour plusieurs devices et qui se sont cassés la figure. Bon, les technos n'étaient peut-être pas au point à ce moment-là, mais est-ce qu'elles sont prêtes à revenir en arrière? Donc, je ne sais pas, il y en a qui ont déjà regardé ou qui ont une expérience dans ces applications de type mobile? Ouais, bah c'est ce que tu viens de dire. Dans mon ancienne boîte, pareil, ils ont voulu. Au départ, ils ont fait un Hello World. Genre, ça fonctionnait très bien et tout. C'était super content, côté performance et tout. Puis, donc, du coup, ils ont sorti l'application live et au fur et à mesure des évolutions, ça ne devenait pas possible. Donc, et donc, ils sont passés sur du natif, direct. Sur du natif, mais plusieurs natifs, plusieurs codes avec des équipes différentes, quoi, en gros. C'est ça, ouais. Et on a d'autres frameworks. Ouais. Quel problème ils ont rencontré? Principalement performance et pas mal de tricks. Il y a aussi pas mal de tricks en termes. Ils veulent implémenter une nouvelle chose. Ça fonctionne bien, par exemple, sur l'application web. Mais par contre, sur iOS spécifiquement, il va y avoir un petit manquement qui fait qu'il va falloir tricker pour pouvoir faire ce truc-là. Ce qui veut dire que du coup, au final, c'est plus forcément une seule base de code. C'est une autre base de code dans la base de code spécifique pour ce truc-là. Ça devient un peu lourd. On m'avait remonté aussi à un moment donné légèrement le retard sur les nouvelles fonctionnalités. C'est que dès que, par exemple, iOS sorte une nouvelle fonctionnalité là-dessus, il fallait attendre des fois quelques mois avant que Xamarin puisse l'implémenter de leur côté. Et qu'il y a une passerelle API, quoi. Est-ce que maintenant, parce que la stack .NET est en open source, ça n'irait pas potentiellement plus vite? On l'espère, je l'espère du moins. Adrien, tu voulais dire quelque chose? Ah, ça, c'est un joli nom. Non, pas toi. Il n'y a pas qu'un seul Adrien. Hein. Non. C'est Adrien Massio. Alors moi, je bosse chez Groupe Hello Work, donc c'est westjob.com, Cadreo, etc., Paris Job et autres, enfin gros privé de l'emploi. Et on a des applis mobiles. Aujourd'hui, elles étaient dev jusqu'à maintenant sur du système hybride. Alors pas avec du Xamarin, mais quand même du système hybride. Et je confirme ce que disait Damien dans le sens, on est obligé de passer notre temps à faire des tricks pour s'adapter à une plateforme, à une autre, à une version d'Android. Enfin, c'est un cauchemar en fait cette partie-là. Et il y a un vrai truc qui est un petit peu embêtant, et c'est plus en termes d'expérience utilisateur, c'est que quoi qu'on fasse, on retrouvera jamais la fluidité d'un scroll natif.
sur les longues listes. Et ça, c'est juste le cauchemar des UX designers. Même pour vous, je ne sais pas si vous avez déjà tenté de scroller sur des applis qui ne sont pas en natif. Ça reste un code qui est interprété dans une sorte de WebView, etc. Enfin, ça reste un truc souvent un petit peu bizarre, un petit peu pas très performant. Voilà, c'est un petit peu le retour que je voulais faire. Et sinon, je précise, on est en train de refondre nos sites web. Alors, on est en .NET 4.7.2 et on est en train de faire la migration Azure et .NET 5 en ce moment même. Et on continue d'investir sur C# et .NET et on en est très content. Et on a toute une grosse team qui bosse là-dessus et qui est super contente de bosser sur ces technos-là. Voilà, petit retour d'XP. Enfin, du positif. Bah oui, dans une réunion .NET anonyme. On est en train de migrer et tout va bien. Mais je crois que ce gars est payé par Microsoft pour dire ça. Absolument pas. Absolument pas. Par contre, je veux bien. En plus, on va peut-être regarder pour le faire rentrer dans le programme MVP, ça ira plus vite. Ça marche. Bon, et la dernière partie, bien sûr, on garde le meilleur pour la fin. Donc, puisqu'il y a les supporters de Blazor qui sont là, allez-y, vous pouvez faire votre pub. Alors d'ailleurs, Adrien, on en parlait en privé sur le chat public d'ailleurs. T'as vu le t-shirt de Denis? Pas celui qui porte, celui qu'il a mis derrière sur un cintre. Oui, tu peux voir le beau t-shirt que tu as derrière toi. Oh, mais c'est un dinosaure, me semble-t-il. Que vois-je? Il tient quoi dans sa main? tu peux rapprocher ça, petite parenthèse? Oui, donc concernant Blazor. Allez, je mange 18. Hein. Ah non, c'est le 17, pas 18. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour Christophe, ça. Alors ouais, donc là, bon, allez, sérieux. Donc là, il a quand même insisté sur le Blazor Desktop App qui va utiliser MAUI, multiplateforme App UI. Donc il nous a montré un peu la WebView 2, mais qu'on appelle la Blazor WebView, dans lequel on va pouvoir intégrer nos composants existants à l'intérieur, du coup sans toucher normalement que dalle au code. Donc ça, c'est un truc qui est assez génial. Moi, j'avais testé il y a très très longtemps, c'est-à-dire il y a un an, les premières versions hybrides. C'était déjà franchement extraordinaire. Donc là, j'imagine que ça doit aller vachement mieux. Bon, la démo nous a fait quand même ça a fait un bel effet. Je ne sais pas si vous avez tous plus ou moins fait un premier test en Blazor. Mais il n'y a pas que ça dans les nouveautés, enfin les annonces, parce qu'il y avait plein de petites choses. Mais il y avait 2 points, moi, que j'ai trouvé vachement intéressants dont il parlait. Le premier, un peu moins intéressant, entre guillemets, c'est le Blazor Error Boundaries, c'est-à-dire une nouvelle balise, entre guillemets, dans laquelle tu l'insères et tout ce qui se trouve à l'intérieur va s'afficher si tout se passe bien. Et s'il y a une exception ou une erreur, tu vas pouvoir rediriger vers une erreur un peu plus custom. Mais alors surtout, tu n'en as pas parlé Christophe au niveau de Blazor, c'est le Blazor WebAssembly, le Ahead of Time. Je prononce ça à l'anglaise très bien là. Le AOT, c'est-à-dire on va pouvoir faire de la compilation du code Blazor en WebAssembly, mais pour le moment, ce qu'il fait, c'est qu'il compile en langage intermédiaire, en gros, et puis il y a la machine virtuelle qui est intégrée et qui vient historiquement de Mono, qui l'exécute, mais avec une sorte un peu de délai, de perte de temps. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient pouvoir directement générer du code WebAssembly, entre guillemets, natif, standard W3C. Quoi. Et là, les performances sont monstrueuses. Et là, c'est un gain énorme. Petite chose qu'on n'a pas parlé, mais il a fait tout le long de sa session, vous avez vu, c'est le hot reloading qui est juste un retour vers VV6 à l'époque, puisque nous pouvions faire ça en debug en temps réel. Bon, là, l'avantage, c'est qu'on appuie sur enregistrer. Et ça, c'est pas un back to the future, mais c'est un truc qui est assez génial. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il a bien insisté là-dessus plein de fois. C'est une super évolution pour nous, développeurs. Il y a un gain de temps, certainement. Moi, j'attends de voir comment est-ce que c'est implémenté. Alors, je ne sais pas si tu as installé la preview, mais au niveau Blazor, on a déjà le bouton. Ah, c'est déjà disponible dans la preview de 2019 alors? Oui, tout à fait. Ouais, la preview 2019, là, ça fait 2 versions qu'on l'a. Mais au niveau Blazor, ça n'a pas encore l'effet, en tout cas. Enfin, .NET 5. Il faut être, à mon avis, en .NET 6, peut-être, je pense. Ah oui. Absolument. Mais Christophe, effectivement, je me demande aussi comment c'est implémenté et derrière ça, pourquoi ça n'a pas été implémenté plus tôt, quoi, parce que j'imagine que le boulot de faire ça, c'était pas évident, quoi. Oui, mais la question, c'est est-ce que ça touche à la runtime
Est-ce que ça touche au JIT? Enfin, tu vois, moi j'ai plein de questions qui ne sont pas philosophiques, qui sont. Mais comment ça marche, quoi? Donc, on compte sur toi pour venir nous l'expliquer quand ça sera sorti et que tu l'auras testé. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Bien. Parce que ça a l'air de s'appliquer à tout .NET, en fait. Exactement. Tu vois, c'est pas que du Blazor, c'est du .NET. Donc, ça veut dire que au sein de .NET, il y a des trucs qui permettent de faire ça, alors qu'avant, on ne pouvait pas. Et ouais, effectivement, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Ça ouvre plein d'autres. Enfin, si ça marche, on pourra peut-être faire plein d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez vu les notifications qu'il a montrées 2 fois là, au niveau des applications desktop MAUI, où on peut faire les notifications, quelle que soit la plateforme sur laquelle on est. Mais on l'a retrouvé aussi dans Blazor. C'est ça que j'ai trouvé normal, c'est que la même partie de code qu'il a utilisée pour faire une notification sur l'application bureau PC, ensuite avec juste une balise. C'est quoi le truc à Apple, Mac, c'est Catalyst, un truc comme ça. J'ai pas retenu le nom, oui. Ouais. Et donc, il y avait une balise parce que le code est un peu différent, mais en fait, le même code Windows, il reprenait dans l'application Blazor pour faire une notification système. Et du coup, parfois, ça me bouleverse. Je dis, mais si je fais quoi? Je veux faire du web ou je fais du natif? Voilà quoi. Mais ça, c'est le principe d'une API. C'est qu'ils te fournissent une API et l'implément, elle va marcher en Windows, en UWP, sur Mac, sur iOS. Ça, c'est pas. Moi, le problème de ça, c'est que généralement, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est toujours ça le souci d'une API qui marche sur multiplateforme, c'est que tu as les principales fonctionnalités. Maintenant, si sous Windows, tu peux rajouter un petit chiffre, je sais que quand je faisais de l'UWP, le template pour mettre dans ton petit truc là, il devenait super riche et tu pouvais mettre plein de trucs dedans. J'imagine que ça, tu pourras pas l'avoir sur iOS, et que sur iOS, ils ont autre chose. Je sais pas, il y a de la musique ou je sais pas, enfin je te dis des conneries, mais tu vois, et c'est toujours ça qui rend difficile, et on retourne vers le point qui a été discuté précédemment, qui est de dire est-ce que l'idée de faire du multiplateforme, c'est une bonne idée ou c'est une fausse bonne idée? Ça fait partie des contres. C'est-à-dire que tu vas sortir une app qui va être la moins mauvaise sur toutes les applications, mais qui ne sera pas la meilleure sur aucune des plateformes. Mais en même temps, l'avantage que tu vas en tirer, c'est qu'au niveau de la stack technologique, tu ne vas apprendre qu'un seul langage. Aujourd'hui, si tu veux sortir les meilleures applications du monde, si tu veux les sortir sur tous les panels en même temps, tu vas devoir sortir ça sur iOS, donc tu vas devoir apprendre l'Objective-C, tu vas sortir non. Mais ça, c'est parce que tu te places sur le principe d'une personne unique. Tu ne te places pas dans une perspective d'entreprise. Oui. Une perspective d'entreprise, il aura un expert sur iOS, un expert sur Windows, un expert sur l'autre plateforme Android qui veut supporter, et ça sera vachement plus mieux. Tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, ce que Microsoft vise à avoir, c'est la communauté, et la communauté, elle est basée sur des startups. Elle n'est pas uniquement basée sur des grandes entreprises, parce que les grandes entreprises, ils ont déjà réussi à les convaincre. Que ce soit avec tout ce qui est la stratégie Windows Server, que ce soit avec la stratégie Azure. Aujourd'hui, le public que Microsoft essaie d'avoir, c'est tous ceux qui sont hors de ce monde-là. Regarde le Minimal API, on voit clairement que c'est du Node.js avec une couche Express qui a été remise. Et même ici, c'est la première fois que je le vois, parce qu'avant, quand on avait les présentations pour le programme MVP, ils n'en parlaient jamais. Mais là, ils ont bien fait le parallèle avec Node.js et Express. Et donc, tu vois clairement que le public qui est visé aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les développeurs qu'ils ont déjà convaincus d'attaquer le C#, c'est des développeurs qui ne le font pas encore. Et en même temps, tu as aussi un public lié aux startups, ou en tout cas à tous ces décideurs qui n'ont pas beaucoup de budget pour engager plein de personnes en même temps, mais qui, grâce à un seul langage, peuvent attaquer plein de plateformes en même temps. Et comme tu le soulignes, et je trouve que ce que tu as utilisé, c'est vraiment intéressant comme terme, ce ne sera pas la meilleure application, mais ce sera la moins mauvaise des applications. Qui va targeter j'avoue que dans un milieu concurrentiel d'entreprise, je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix. Dans une grande entreprise, non, effectivement. Non, mais même pas dans une grande entreprise. C'est quand tu veux il n'y faire a plus qu'à de l'argent. convaincre les professeurs, Rémi. Voilà. Mais ça, c'est. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que là, ce qui vise en ce moment, c'est pas nous. C'est pas les gens qui sont déjà Microsoftiens, C#iens, tout ce que tu veux. C'est les autres. Et dans ce cadre-là, c'est une bonne idée. Maintenant, je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Et quand il a dit, ouais, quand ça commence à devenir trop gros, il y aura un moyen de remettre des contrôleurs, tout ça.
c'est délicat quand même. Hein. Là, c'est Ok. compliqué. Là, ça devient compliqué. Michel et après Anthony, et puis après on va conclure. Ouais. Non, Michel, c'est mieux avec un micro ouvert. Hein. Il a Ah toujours oui. pas compris. Il vient à tous les Non, mais je meet-ups, suis nul, moi. J'attends la prochaine saison pour comprendre. Alors, je suis pas trop d'accord avec Christophe. Toutes les boîtes n'ont pas des compétences et je trouve qu'on est dans une phase où on regarde les versions qu'on a. On a du .NET 6, on parle de migration. Je pense qu'on va passer dans une phase où il y aura plein de boîtes qui ont un écosystème en .NET qui va être vieillissant, en .NET Framework, qui vont devoir migrer soit vers du web, soit vers du mobile parce qu'ils n'en ont pas. Et ils seront bien contents d'avoir un framework avec un langage qu'ils connaissent, sur lequel ils peuvent capitaliser. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ces petites boîtes intermédiaires qui n'ont pas forcément la capacité d'occuper un développeur Android ou un développeur iOS à plein temps, quoi. Et ces petites boîtes, il y en a beaucoup. Et ah oui, c'est vrai, mais Christophe, c'est vrai que ce n'est pas les grosses boîtes, mais des boîtes intermédiaires, je pense qu'on a beaucoup et il ne faut pas les oublier, celles-là. Sinon, elles vont virer sur d'autres stacks. Mais quel autre stack du multiplateforme? Flutter. Flutter fait du multiplateforme. C'est une autre ça sera pas pareil parce que là on va dessiner directement sur l'écran, mais ça permet vraiment de faire des applis complètement équivalentes, qui est complètement aussi open source. Voilà, il n'y a pas que Maui. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Pour moi, les petites boîtes qui ont des applicatifs anciens, qui n'ont pas forcément de quoi occuper des développeurs mobiles toute la journée, elles seront bien contentes d'avoir du Maui ou du Blazor pour pouvoir faire du web ou du mobile sans avoir trop d'écart et quand même faire des applis performantes. On n'est pas là pour faire des applis non plus tous comme Facebook ou Twitter aussi. C'est parce qu'ils travaillent chez Criteo et là-bas la performance c'est important. mais nous, non, mais il faut d'appli, mais tu fais la pub dans ton appli, c'est pas pareil. On ne sait pas faire de UI, nous. Vas-y, Anthony, impose-toi. Tu peux y aller. Et moi, c'était juste pour savoir par rapport à ce que vous avez pensé. Moi, j'ai une difficulté à comprendre où ils veulent aller en fait, parce qu'ils veulent faire du Blazor pour faire n'importe quelle application et on va pouvoir faire aussi du MAUI. Donc du coup, quel est l'intérêt d'avoir deux stacks pour faire des choses à peu près équivalentes? Les développeurs qui viennent du web et les autres. Ouais, mais sachant d'un autre côté, l'implémentation des PWA se fait de plus en plus à l'intérieur de Windows 10. Ouais, voilà, c'est ça. Ils essaient de couvrir un peu tout et voir peut-être ce qui va peut-être plus fonctionner que d'autres, non? Ouais, je pense qu'il faut retenir Blazor, quoi. En fait, parce que si j'ai bien compris, avec le MAUI, on ne pourra pas faire de web. Non, pour moi, alors qu'avec Blazor. Stack web, Blazor. Moi, j'ai compris ça comme ça. Pardon, Michel? Une stack native Maui et une stack web Blazor. Ouais, en fait, il y a deux stacks. Et, et éventuellement, si ton website a bien fonctionné, tu peux le convertir en application native avec Maui. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas compris, la Blazor WebView, on peut interagir ou c'est juste... Oui. Il y a de l'interop qui a été mis en place. C'est super bien. Hein. C'est comme le WebView d'avant. Disons que si on commence pour les nouveaux... il est marqué Blazor. Il ne faut pas faire WebView 3. Pour les nouveaux devs, ça sert à rien d'aller sur le natif, quoi. Regarde Claude, il revend du Blazor. Bon, Richard, mais... Bien. Bon, bah écoutez, merci. Attends, Richard, t'as oublié un truc. Quoi? Non, t'inquiète pas. Si, dis-le, tu peux le dire une fois. Allez, dis-le pour une fois. Mais oui, c'est prévu. J'aime Blazor, dis-le, allez. Non, je vous ai mis déjà dans un premier temps dans la liste, je sais plus comment ça s'appelle, dans le chat. Voilà le lien pour l'évaluation. Vous savez, typiquement chez Microsoft, ils demandent toujours une petite évaluation des sessions. Donc, dans le nom de la session, vous mettez bien DevApps pour être sûr d'identifier. MVP Party Watch, je pense qu'ils mettent. Ouais. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour nos prochains meet-up, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, je vous rappelle que c'est tous les mercredis à 17h. Donc la semaine prochaine, on aura la fin de la démo on aura la démo de Dapper par Laurent. Donc Laurent Campé qui nous fera cette petite démo. Et il y a Damien Leroy qui nous fera également, qui nous parlera de VS Code et des remote containers. On en avait parlé il y a pas longtemps. Donc, il nous fera une petite présentation à ce moment-là. Ça, c'est pour le 9 juin. Le 16 juin, non, c'est le 17 juin d'ailleurs. Non, le 16 juin, donc, c'est le 16 juin. Donc là, le meet-up est annulé parce qu'on va laisser le tapis rouge au Blazor Day. Là, ça y est, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Donc le Blazor Day où il y a encore des places pour s'inscrire. Hein, c'est limite, parce qu'après c'est dehors.
D'accord. Bon, bah, si vous pouvez remettre un lien dans le conducteur de l'émission. Blazor.net. Ensuite, le 23 juin, bah là, pour l'instant, on n'a rien. Donc, si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à les donner. Le 30 juin, on aura Martine. Alors, je ne sais pas si Martine est encore là. J'ai vu qu'elle était là. C'est barré. Elle était là tout à l'heure, ouais. Elle était là tout à l'heure. Donc, Martine qui nous fera une présentation du programme de MVP de Microsoft. Et le 7 juillet, on aura Alexis Cogna, comme on avait demandé, qui nous fera une présentation du développement d'applications pour Microsoft Teams, level 0, c'est-à-dire vraiment quand on veut commencer à faire le développement d'une application à partir de rien. Hello World. Donc, voilà. Richard, les remote containers, ce sera sur les dev containers. Damien, je le réponds. Oui, ce sera sur les dev containers. Ouais. Ah, c'est classe. C'est génial ce truc. Ouais. Mais j'essaie de faire un truc rapide parce que j'ai pas trop le temps, mais juste un Hello World suffira. Moi, j'ai hâte qu'on soit la semaine prochaine. Non, mais franchement, Dev Container, c'est ultime quand tu travailles en équipe et qu'on n'a pas tous la même config. Vous verrez bien. Oui, parce que moi, j'ai rien compris à ce qu'il est raconté. Donc, ça ressemble beaucoup à GitHub Codespace qu'on avait vu. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Pas avec gratuit. Rapport, ouais. Bien, bon bah écoutez, moi je vais vous laisser parce que j'ai du boulot, j'ai tous mes repos à basculer de Azure DevOps sur GitHub parce que c'est plus à la mode. Et puis sur ce, bah, je vous souhaite une bonne semaine. Tout ce que tu as retenu de la build, toi. C'est beau. C'est vrai que même à la démonstration, il a montré du GitHub. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Allez, à la semaine prochaine. Merci, à plus. Bye bye. Ciao. Oula, un petit ciao. Hein.